Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à notre invité Mac Lesguy. Bonjour. Bonjour Valérie. On est ravis de vous recevoir ce matin et je vous conseille ce soir vraiment de vous brancher sur M6 à 21h05. Permis de conduire le Grand Est. Aïe 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 aïe. C'est addictif. Je peux vous dire que j'ai regardé. On a eu la chance d'avoir l'émission. Ah bon, ouais. Et ben voilà. On joue avec vous et on teste. Vous l'avez fait vous aussi au fur et à mesure? Alors je l'ai fait en live et je peux vous dire petit scoop que je pense que j'aurais pas le permis parce que à la correction plus d'une fois je me suis dit là je ne l'aurais pas eu, j'avoue. Ouais. Ce qui montre, et d'ailleurs c'est très intéressant, moi j'ai passé mon permis en 84, que je pense qu'à intervalles réguliers on devrait tous faire un peu de formation continue. Ouais. Autant on peut se dire, il y a certaines questions, c'est anecdotique, on a les bons réflexes, etc. Mais il y a vraiment des questions, notamment sur les mobilités douces, les priorités, etc., sur lesquelles un vieux conducteur comme moi, on est un peu comme une poule devant un couteau. Donc ce soir, c'est le grand test. Vous allez pouvoir passer votre permis de conduire présenté par Stéphane Rothenberg avec Mac Lesguy en expert. Dans les conditions réelles, c'est-à-dire avec le temps que vous avez quand vous êtes en épreuve. Il a été conçu avec le code Rousseau. Et si vous prenez votre téléphone, on a tous un portable, vous allez sur M6+, et vous le faites en parallèle de l'émission. Et donc, à la fin, vous aurez les résultats sur votre téléphone. Et avec un dispositif dont on pourra reparler intéressant, c'est qu'il y a 1 heure de code et 1 heure de correctif. D'habitude, dans les grands tests, on donne les résultats tout de suite. Au bout des 10 questions. C'est malin, parce que du coup, on reste, parce qu'on a envie de connaître les réponses. Oui, puis ça permet donc de pas trop casser, entre guillemets, le passage du test. On se met vraiment dans les conditions réelles. C'est rapide, et on se rend compte que le temps qu'on réfléchisse, le temps c'est déjà écoulé. Et en fait, je me suis dit, est-ce que le code, en fait, c'est pas du par cœur? Ça veut dire que on se met à bosser son code tous les soirs, tous les jours, et puis en fait, 1 an ou 2 ans après, on ne sait plus rien parce que c'est du par cœur. Il en reste quelque chose. Enfin, quand vous êtes allé à l'école, vous avez retenu des choses, non? Oui. Bon, c'est pas tout. C'est une bonne remarque, Valérie. Je pense effectivement, c'est un peu le principe. On apprend par cœur, je pense que les concepteurs du code de la route, c'est dans l'espoir qu'il nous reste suffisamment de beaux restes de notre examen pour qu'on soit des conducteurs avisés. Mais je constate tous les jours, même dans le familial, dans mon entourage, que on voit des panneaux et là tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce que c'est? Ça c'est un panneau classique, c'est interdiction de doubler quand on est un camion par exemple. Le rappel, le petit, moi je me souviens très bien, il y a un panneau qui a été introduit quand j'étais à l'école, on passait à l'ancêtre du BSR, vous savez, du brevet de sécurité routière, c'était les panneaux route prioritaire, vous savez, ce petit losange jaune, ou route non prioritaire. Moi je m'en suis souvenu vraiment parce que j'ai assisté à la mise en place en France de ce panneau, mais c'est vrai que j'avoue qu'il y en a plein que j'ai oublié. Il y en a plein qu'on a oublié ou qu'on ne connaît pas parce qu'il y a des nouveaux panneaux, ça j'ai découvert ça aujourd'hui, effectivement, en particulier sur les mobilités douces, comme on dit, ou les mobilités mixtes. Mais on va passer tout de suite au zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Évidemment, cher Mac Lesguy, c'était difficile de ne pas démarrer ce zapping avec quoi? Évidemment, de la grève des auto-écoles hier, et qui vont être d'ailleurs reçues aujourd'hui même au ministère de l'Intérieur. En tout cas, sur BFM, hier, personne n'était content, ni ceux qui attendent des mois et des mois pour enfin passer leur permis, et les auto-écoles qui n'arrivent plus à accepter des candidatures parce qu'ils n'ont pas de place. Louise a dû patienter 1 an avant d'obtenir une date de permis de conduire. Rater l'examen signifierait de nouveau une longue attente. Je suis dans une petite campagne où mon unitaire il est tout seul. Et du coup, il est un peu débordé parce que si je le loupe, j'en ai encore pour 6 mois. Et il m'est quand même utile, donc plus vite je le passe, mieux c'est quoi. Même scénario dans les Hauts-de-Seine. Il faut patienter entre 6 à 8 mois pour obtenir une date. Gina a été contrainte de réduire ses effectifs. Trop d'élèves étaient formés par rapport au nombre de places disponibles. J'ai licencié un de mes moniteurs. On manque d'inspecteurs, donc étant donné qu'il n'y a pas d'inspecteurs, ils ne peuvent pas fournir de places supplémentaires. Selon l'intersyndicale des gérants d'auto-école, le nombre de candidats au permis de conduire a bondi de 16% en 5 ans. Le nombre d'inspecteurs, lui, est resté inchangé. C'est assez révoltant qu'en France, qu'on doive attendre 1 an avant de passer son permis, comme on vient de l'entendre. Ça paraît incompréhensible. Alors si on peut
apporter notre petite pierre à l'édifice. Bien sûr. En aidant, puisque cette émission s'adresse autant aux gens qui ont passé le permis il y a longtemps qu'à ceux qui sont en train de le passer. Voilà, donc s'ils peuvent passer grâce à nous, peut-être parce qu'ils auront fait une bonne révision une seule fois le code de la route plutôt que 2 fois, on n'aura pas été inutile. On est d'actualité en tout cas. Mais c'est vrai qu'on va retenir sur des panneaux sur lesquels on s'interroge, je pense que c'est un effet pédagogique très important. La condamnation de Nicolas Sarkozy a relancé la guerre contre les magistrats, et en particulier contre leur impartialité. Hier, dans C'est à vous, il recevait le juge Alphen. Alors vous savez, Valérie, c'est lui qui a notamment instruit l'affaire des HLM de Paris, mettant en cause des politiciens et les politiques du RPR à l'époque, jusqu'à Jacques Chirac. Sur France 5, il est monté au créneau pour défendre les magistrats. Les politiques ne reconnaissent jamais les faits qui leur sont reprochés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que donc ils critiquent les décisions qui sont rendues contre eux, et à défaut de revenir précisément sur les éléments de droit et de fait qui ont motivé la décision, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de s'en prendre au juge. Je veux dire, moi-même, je ne vais pas me... Mais s'ils sont des justiciables comme les autres, ils ont droit, comme les autres, de critiquer la justice. Non, mais critiquer une décision de justice et critiquer le juge dans sa vie, dans ses engagements, dans sa vie privée, c'est deux choses différentes. Et moi, je voulais juste raconter que quand j'instruisais l'affaire des HLM de Paris, la première présidente m'a fait venir dans son bureau pour me proposer sa voiture blindée, parce que ma vie était en danger. À l'époque, c'était le clan Pasqua. Et on m'a proposé une protection par des policiers, que j'ai refusé parce que protection, ça veut dire surveillance. Mais déjà à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que c'est pas nouveau, les politiques avaient tendance à s'en prendre aux magistrats qui enquêtaient sur eux. Ouais. Alors, j'ai fait le prochain son pour vous, Mac. Je sais que vous aimez la technologie, oui, parce que vous êtes aussi le présentateur de E égale M6, qui est là depuis la création de la chaîne. Hier, vous êtes un peu le 30 millions d'amis d'M6. Hier, enfin, ça a disparu en plus. Voilà, je dis bêtises. J'espère ne pas subir le même sort. Oui, non. On rappelle que c'est le dimanche, après l'interview d'Anne-Sophie Lapix, dans la maison, choisir son linge de lit, ce sera la prochaine émission. Et puis fini les mauvaises odeurs, place aux bonnes, également au sommaire dimanche prochain. Voilà. Merci Valérie. Ça vous a permis de récupérer votre voix. Hier, dans Tout Beau Tout Neuf, Cyril Hanouna a été étonné par un sujet que vous avez peut-être vu dans Enquête exclusive ce dimanche, sur les libertariens. Et les libertariens, ce sont les rois des implants pour un tas de raisons qui est expliqué dans ce documentaire. Et l'amoureux de la technologie que vous êtes va apprécier l'extrait suivant. On a fait la connaissance d'un mec qui s'est implanté des puces dans le corps. Et il a un nouveau projet. Regardez, c'est pas nul. Regardez, c'est pas nul. Je me suis implanté des AirPods dans les oreilles. J'ai un thermomètre dans le bras pour me donner ma température. Et là, j'ai ma carte de crédit. Mais c'est une vieille version. Dans leur quête, ils n'ont, semble-t-il, aucune limite. Là, je suis en train de travailler sur une invention que j'ai appelée l'Electron 9000. C'est un implant vibrateur dans le pénis. C'est simple, on l'implante au-dessus du pénis et ça sert à stimuler son partenaire. Une fois implanté, tu deviens un cyborg sexuel. C'est pas ouf, sérieux. C'est important d'avoir des projets dans sa vie. Ah ouais, c'est dingue. Oui, sujet à revoir sur les libertariens sur le site d'M6+, sur Enquête exclusive. J'élargis le sujet, Mac. Est-ce qu'on va devenir des cyborgs, et est-ce que le fait d'avoir des implants, comme le veut également le patron de Tesla, c'est une chose qui a une vraie avenir? On va payer en posant le poignet? Je ne sais pas si on va devenir des cyborgs, mais on va certainement devenir, notamment quand on est malade, des hommes vraiment modifiés. Ouais. Il y a des technologies actuellement qui sont en essai clinique basées sur la découverte de la française Emmanuelle Charpentier, la technique CRISPR-Cas9, avec des résultats absolument incroyables. Par exemple, vous avez des gens qui souffrent d'hypercholestérolémie, c'est une maladie épouvantable où vous sécrétez en permanence du mauvais cholestérol. Donc dès que vous vous astreignez pas à un régime absolument draconien, vos artères se bouchent avec du mauvais cholestérol. En une injection, on fait rentrer des cellules avec un ARN modifié qui va stimuler la production d'une hormone qui permet de lutter contre cette hypercholestérolémie. Vous avez une baisse de 63% du cholestérol généré. Ça va changer la vie des malades. Ouais. Et ça, c'est parce que on va vous injecter ou des ADN modifiés ou des ARN, c'est à peu près presque la même chose, pas tout à fait, qui travaillent à l'intérieur de votre corps, donc va vous modifier. Moi, je crois beaucoup plus à ça
cas ces fameux implants, oui, ça fait très longtemps qu'on pourrait se mettre une puce sous la peau. Vous savez, la petite puce qu'on a tous sur nos cartes de crédit, carte d'identité, etc. Hyper facile à greffer sous la peau. Bon, après, il y a les problèmes d'acceptabilité, etc. On dit qu'on va être surveillé, etc. Je sais pas trop. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la médecine peut nous soigner de l'intérieur avec ces agents modifiés. Et ça, c'est une révolution dans le bon sens du terme, puisque ça va coûter moins cher, ça va être beaucoup plus efficace, et on va littéralement éradiquer. On est en train de travailler sur le VIH, par exemple. On va éradiquer des maladies. Et d'ici 5 à 10 ans, il y aura des avancées absolument spectaculaires. Vous avez vu cette discussion entre Donald Trump, Poutine, sur essayer de vivre... de vivre le plus longtemps possible. Jusqu'à 150 ans. Il semble effectivement que ça obsède M. Poutine. Alors, je sais pas, on ne sait pas jusqu'à quand on peut reculer la durée de vie, mais une chose est, d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable? Ce qui est intéressant, c'est de reculer la durée de vie en bonne santé, c'est-à-dire de raccourcir le moment entre celui où on arrête d'être en bonne santé et celui où on meurt. Vivre en bonne santé jusqu'à 90 ans et mourir à 90,5 ans, par exemple, c'est un rêve. Alors ça, c'est le premier objectif atteignable de la médecine, et ce sera déjà un grand progrès. Alors ensuite, sur le rallongement, effectivement, on a interviewé souvent dans Égal M6 Jean-Marc Lemaître, qui dit la vieillesse, on peut la considérer aujourd'hui que c'est une sorte de maladie. Une maladie se combat, donc on peut combattre la vieillesse, et on pourrait vivre sans doute jusqu'à 100, 120 ans. Et c'est vrai que quand vous êtes dans son laboratoire, qui vous montre une culture de cellules, et dit, vous voyez, ces cellules-là, elles ont l'âge, les chromosomes ont l'âge de cellules d'un nouveau-né. On les a prélevés sur des centenaires et on a rallongé les télomères, voilà, on les a réjuvénés en quelque sorte, voilà, on les a rajeunis, et maintenant c'est les cellules de bébé. On peut aller les regreffer dans le corps du centenaire chez qui on les a prises. Bon, ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait déjà une dizaine d'années. Donc on regarde les implications cliniques, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. On se dit que le meilleur comme le pire sont possibles. Il faut dire qu'avec Valérie, nous, de temps en temps, on reçoit des personnes qui ont 80 ou 78 ans et on est étonné de leur vivacité, de leur jeunesse. On va prendre l'exemple habituel de Hugo Frey. 96 ans, qui est en pleine forme. Et à chaque fois, on est surpris. Il y avait un sujet que vous auriez pu prendre aussi, je crois que c'est dans le JT de France 2 de dimanche, sur les Coréens qui font cloner leurs chiens. Et vraiment, et on se demande si on ne va pas cloner les humains. À partir du moment où on peut le faire pour les chiens, pourquoi pas pour les humains? Alors, pour un chien, on n'a pas accès à son intellect. C'est ça. Voilà. Et donc, on se dit, morphologiquement, c'est le même chien. Après, c'est une première chose quand on fait, exactement, parce que quand on fait du développement embryonnaire, on s'aperçoit qu'il y a un degré de liberté. C'est dû au hasard pendant la grossesse, etc. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des jumeaux, des jumeaux homozygotes qui vont avoir des caractères légèrement différents. Avec le clonage, ce sera la même chose. En plus, les conditions intra-utérines sont nécessairement différentes de celles de la personne initiale, de la grossesse initiale. Donc, vous pouvez toujours vous amuser. Cloner un humain, c'est à peu près aussi facile que de cloner un mouton, un lapin, un chien ou une vache. C'est strictement interdit. Il y a un Chinois qui avait voulu le faire. Il a eu même en Chine, il y a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, scientifiquement, c'est un truc qui est facile à faire. Vous pensez que quelqu'un a essayé sans qu'on le sache? Je serais pas surpris, j'ai aucun moyen de le savoir, je serais pas surpris qu'on ait essayé de le faire. Ne serait-ce qu'arriver au stade in vitro, vous savez, de 3, 4, 5 cellules, au moment où vous décidez d'aller réimplanter ça dans l'utérus d'une mère porteuse. C'est facile à faire. Quel serait l'intérêt? Pourquoi? Oui, je pense qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça va se faire. Techniquement, aujourd'hui, scientifiquement, on a la possibilité de le faire. On vous écouterait pendant des heures. C'est formidable. On va vous réinviter pour Égal M6. C'est reparti pour l'Eurovision Junior. Alors, vous savez qu'on est les champions de l'Eurovision Junior. Hier a été révélée par France Télévisions la candidate française. Elle s'appelle Lou Deleuze. Enfin, la chanson de la candidate française, elle s'appelle Lou Deleuze et elle interprète une chanson. Alors, ça ressemble à du Barbara Pravi. Je ne sais pas si vous allez aimer, ça s'appelle Ce Monde. Ce monde, ce tien, c'est le mien. Je savais. Ce monde. Ils ont cloné Barbara. Ils ont cloné Barbara Pravi. C'est vraiment ça. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Mac Lesguy, pour parler de ce grand test permis de conduire, une émission addictive vraiment ce soir. Bonne chance quand même à l'Eurovision Junior. Oui, absolument. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Mac Lesguy, que vous connaissez évidemment, Égal M6. Combien d'années de Égal M6 déjà ?
35 ans en février. 35 ans, l'une des premières émissions, enfin, oui, à l'origine d'M6, Gilles le disait tout à l'heure. Turbo est plus vieille que nous. Il faut que je rattrape Dominique Chapat, mais chaque année, il a 50 plus que moi. C'est dur. Et voilà. Et donc, on vous retrouve le dimanche à 20h40, c'est ça? Oui. Et c'est juste après Anne-Sophie Lapix, c'est là. Donc, vous nous avez fait une révélation en off dans la maison. Donc, comment choisir son linge de lit? Pourquoi du coton? Pourquoi du satin de coton? On ne donne pas la réponse, vous regarderez. Et puis, fini les mauvaises odeurs aussi. Voilà. Et ce soir, un rôle un petit peu différent. Vous êtes aux côtés donc de Stéphane Rothenberg pour ce grand test consacré au permis de conduire. Et donc, on se dit tous qu'on ferait bien d'avoir un petit rafraîchissement de nos connaissances. Alors on va retrouver, il y a des comédiens, Frédéric Bell, il y a Jean-Luc Lemoyne, Frédéric Diffenthal et Johan Rioux qui participent également. Et puis la bonne idée de ce grand test, évidemment, c'est à chaque fois d'avoir des catégories différentes de participants. En fait, on a reproduit la mécanique d'un premier permis de conduire qu'on avait dû tourner au tournant des années 2000 avec Benjamin Castaldi d'ailleurs, qui est dans le rôle d'animateur principal. On a décidé de faire jouer 4 groupes donc dans la salle, pour inciter d'ailleurs nos téléspectateurs à jouer aussi parce que c'est amusant. Donc on a un groupe d'ambulanciers, on se dit est-ce qu'ils vont bien connaître le code de la route, on laisse faire pour eux. On a un groupe de routiers et de routières avec les fameuses reines de la route qui cartonnent sur une des chaînes du groupe M6. Ensuite on a des hôtesses et des stewards qui sont quand même habitués à respecter les règles de sécurité. Et puis parce qu'il faut bien introduire un peu de rire, on a un groupe de conducteurs célèbres dans la France entière, ce sont les Parisiens. Alors les Parisiens sont réputés pour être de mauvais conducteurs, acariâtres, bilieux. Est-ce qu'ils vont tenir leur réputation? Vous allez voir, c'est assez drôle. Justement, vous parlez des ambulanciers. Alors on va pas révéler des questions, on va quand même un peu vous donner envie, mais il y a une question où il y a un moment, il y a une voie qui est une voie de bus et la question c'est ai-je le droit de rouler à droite? Et à ce moment-là, on entend les ambulanciers un peu du brouhaha râler. Alors on va peut-être enlever un mythe. Est-ce que les policiers, les ambulances et les camions de pompiers ont le droit de rouler sur la voie de bus ou pas? Oui, ils ont le droit de rouler sur la voie de bus en situation d'urgence. Voilà, c'est-à-dire que quand ils sont en situation d'urgence, ils peuvent rouler absolument partout et heureusement. D'ailleurs, si une ambulance se fait arrêter et il n'y a personne dans l'ambulance, il n'a pas le droit, même s'il a mis son gyrophare. Là, c'est un joker. Mais pour travailler souvent, parce qu'on fait beaucoup de sujets sur les techniques des sapeurs-pompiers dans Egal M6. Voilà. Et sapeurs-pompiers, ils vous le diront en off, évidemment, parce qu'ils ont un devoir de réserve. Mais il y a certains aménagements dans Paris qui leur font pas très plaisir, parce que on a remplacé des voies de bus par des voies pour les mobilités douces. Donc ils se retrouvent sur la voie principale, voilà. Et ça, quand ils sont en intervention, le temps d'intervention augmente. Voilà, c'est pas de leur fait, mais c'est par le fait que quand une rue est bouchée, Ouais. Avant, ils avaient souvent une voie de bus, etc. Ils peuvent pas passer. Et mon vélo qui grille le feu rouge, il a le droit ou pas? Ça dépend. Ah non, le vélo, il doit toujours s'arrêter au feu rouge. Non, il y a des petits triangles maintenant qui permettent. Dans tous les cas, sauf effectivement s'il va tourner, dans certains cas, il va tourner à droite, etc. Mais il doit s'arrêter au feu. Il doit s'arrêter au feu. Vous avez tous, sauf si expressément il y a une petite flèche directionnelle qui l'autorise à tourner. Oui, c'est ça. Vous avez tous constaté que j'ai l'impression que les pouvoirs publics ont un peu lâché l'affaire, notamment dans Paris. Bien peu de gens s'arrêtent au feu rouge. Ce qui est intéressant avec le code de la route, et vous le dites d'ailleurs en introduction dès le début de l'émission, c'est que c'est une matière vivante en fait. Oui, parce que la route évolue. On parle des vélos, les mobilités douces sont arrivées. Il y a des nouveaux aménagements de voies qu'il faut connaître. Quand vous avez une piste cyclable à droite, il y a un vélo qui arrive, est-ce qu'il a priorité ou c'est vous qui tournez, etc. Voilà, tout ça c'est des choses qui n'existaient pas quand on a passé le code de la route. Et puis les véhicules eux-mêmes ont évolué. Sont arrivés les vélos, les voitures électriques, sont arrivées les voitures hybrides, avec une nouvelle manière de gérer la conduite aussi, qui est l'éco-conduite, puisque le but du jeu aujourd'hui, vu le prix de l'essence, c'est parce qu'on est des bons citoyens, on veut économiser de l'essence quand on roule. Donc beaucoup de questions. Plus de 1200, c'est ça. Il y a plus de 1200 je crois qu'on a rajouté en un an plus de 1000 questions. Voilà, en revisitant. Puis il y en a certaines, j'imagine, qu'on doit enlever parce qu'elles sont aujourd'hui désuètes, obsolètes. Ma mobilette fait du bruit. Et puis donc. La route est un milieu vivant qui évolue avec de nouvelles règles, ça se complexifie d'un côté, ça se simplifie de l'autre. Et puis il y a aussi le fait que une semaine, quand on a passé le code de la route, une semaine après, on est au top. Et puis c'est comme le niveau scolaire, petit à petit, on s'éloigne de la date du permis et donc notre niveau baisse. Donc
une bonne révision de temps en temps, croyez-moi, ça fait du bien. Bah, vous allez le voir ce soir. Il y a une question particulière qui vous a laissé quoi, pour rester poli? Oui, il y a une question avec une piste cyclable, je ne saurais plus vous la donner, mais effectivement, je me suis dit, oula, ça je ne savais vraiment pas. Ouais, on va écouter la bande-annonce pour vous donner un peu une idée de l'ambiance de l'émission que vous pourrez voir ce soir sur M6 à 21h10. Mardi prochain sur M6. Nous vous proposons de passer l'examen officiel du code de la route. Permis de conduire, le grand test. Tout va se dérouler exactement comme pour le vrai test. Êtes-vous prêts? Ce symbole représente... C'est pas la lampe d'Aladin, ça? Vous aussi, faites le test en même temps que nos invités. Quel est l'ordre de passage des véhicules? Oh là là, ça va trop vite. Dans cette situation, lequel de ces panneaux indique une auberge de jeunesse? Les panneaux, il y en a 384. J'en connais 12. Nous allons maintenant passer à la correction du test. Aurez-vous le code haut la main? Permis de conduire, le grand test. Mardi prochain sur M6. Allez, un petit cadeau pour les auditeurs de Sud Radio. La 3e question, je crois. On va leur donner la réponse, comme ça, ils vont pas se tromper. Surtout que je sais que Valérie a beaucoup bûché sur cette question et ne savait pas quoi répondre. Vous avez une photo avec un policier qui fait la circulation, mais on le voit pas très bien. Notre feu est rouge. La question, c'est, ai-je le droit de passer? Est-ce que la police nous donne signe de passer, c'est ça? La police donne signe de passer. Donc la réponse est oui. Voilà, et l'ordre, le signe donné par la police est prioritaire sur le feu. Par exemple, la police arrive pour fluidifier un carrefour. Effectivement, si vous dites de passer, vous passez. Mais dans le code, la photo, elle est. Alors vous l'avez fait avec le code Rousseau. Le policier est aussi flou que ça? Ah, il faudrait regarder sur quel téléviseur, Gilles, vous l'avez regardé. Je crois que c'était bien clair. Il faut souligner d'ailleurs 384 panneaux. 384 panneaux. Non, mais c'est vrai qu'on s'est posé la même question sur cette photo avec Valérie. Et Gilles, vous le soulignez, donc on peut aller sur M6+ pour se connecter, comme ça on aura ces résultats, on pourra se comparer, etc. Mais si vous avez la flemme, vous prenez juste une feuille de papier, un 40, vous dites réponse A, etc. Et comme ça vous aurez la correction au fur et à mesure, voilà, sans vous connecter. Plus sérieusement, on devrait repasser le code plusieurs fois? Alors, il y a le code et il y a la conduite. Voilà. Alors, je pense que ce serait pas inutile, notamment la durée de vie. Pas que ça soit à vie. La durée de vie s'allonge. On a des conducteurs de plus en plus âgés, dont certains parfois vont présenter certains risques. Aujourd'hui, on a le permis. Alors, votre petit permis, vous l'avez pas à vie. Il faut le renouveler tous les 10 ans, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, en théorie, vous pouvez conduire jusqu'à 100 ans si vous avez tous vos points. Et je pense, à titre personnel, que ce serait pas inutile de temps en temps de faire un examen pour vérifier les capacités de conduite des personnes les plus âgées. Merci Mac Lesguy d'avoir été avec nous. Vous reviendrez nous parler de Égal M6 dans quelques temps. On a plein de questions à vous poser. Il y a votre compte X aussi qui est très riche et très passionnant parce que vous donnez des petites... vous parlez d'inventions, j'ai donné quelques informations scientifiques et de défendre les méthodes scientifiques. Absolument. Donc ce soir, 21h05, M6, permis de conduire, le grand test. Je vous garantis que vous allez rester jusqu'au bout de l'émission. Oui, merci à vous. Vous inquiétez pas. 1 heure de questions et ensuite 1 heure de correction. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman.